Imaginez gagner des millions au casino sans jamais toucher aux jetons, ni à une seule carte, ni même appuyer sur un seul bouton de machine à sous. Cela paraît impossible, mais un technicien retraité de 61 ans a découvert la faille parfaite et a réalisé le casse le plus sophistiqué de l'histoire des casinos, empochant 20 millions de dollars avant que quiconque ne se rende compte de ce qui se passait. Notre protagoniste n'était ni un joueur professionnel, ni un criminel endurci. C'était simplement un technicien qui avait passé des décennies à œuvrer dans l'ombre de l'industrie du jeu, à entretenir et réparer les machines à sous. Il connaissait chaque circuit, chaque ligne de code, chaque faille que les fabricants tentaient de dissimuler. Pendant des années, il a observé, appris et attendu le moment opportun. Lorsqu'il a finalement pris sa retraite, il n'a pas abandonné ce savoir. Il en a fait la retraite de ses rêves. Le plan était d'une simplicité ingénieuse. Les machines à sous modernes sont contrôlées par des puces électroniques qui déterminent les gains et leur montant. Ces puces sont censées être inviolables, scellées dans des compartiments sécurisés à l'intérieur des machines. Mais notre technicien savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il avait eu accès au code source pendant des années et savait exactement comment manipuler la séquence de nombres aléatoires qui contrôlaient les gains. Mais il ne pouvait pas pirater les machines seul, sans éveiller les soupçons. Il recruta donc un réseau de complices, des gens ordinaires, qu'il entraîna à exécuter la séquence de mouvements précise. Ils entraient dans les casinos comme de simples joueurs, s'installaient aux machines spécifiques qu'il avait préalablement repérées et modifiées lors de ses visites de maintenance, lorsqu'il travaillait encore sur le terrain. Puis, suivant ses instructions précises, ils appuyaient sur les boutons dans un ordre précis, à des moments précis, activant ainsi le code caché qu'il avait implanté. Les machines commencèrent à distribuer des jackpots. Non pas les gros jackpots progressifs qui auraient immédiatement attiré l'attention, mais des gains de taille moyenne, 5 000 par-ci, 10 000 par-là, des sommes suffisamment importantes pour être rentables, mais assez modestes pour passer inaperçues dans le flux habituel d'un casino animé. Ses complices gagnèrent, encaissèrent leurs gains, s'éclipsèrent tranquillement et partagèrent les profits avec lui. Il ne toucha jamais aux jetons, n'apparut jamais sur les caméras de sécurité près des machines gagnantes, demeura totalement invisible. Pendant 2 ans, le stratagème a fonctionné à merveille. Il ciblait des casinos dans différents états, changeant constamment d'endroit, sans jamais s'attarder au même lieu. Le technicien coordonnait tout à distance. Choix des machines, planification des visites, diffusion des instructions. L'argent s'accumulait. 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions de dollars extraits du système sans que personne ne se doute de rien. Mais même les opérations les plus parfaites comportent une faille humaine. L'un de ses complices, aveuglé par l'appât du gain, est retourné plusieurs fois au même casino en peu de temps, bravant les mêmes machines, malgré les instructions précises du technicien. Les caméras de sécurité ont filmé son visage. Les algorithmes de détection de fraude du casino, conçus pour repérer les comportements suspects, ont fini par donner l'alerte. L'enquête a débuté. Lorsque les experts en sécurité ont examiné les machines, ils ont fait une découverte impossible. Les puces avaient été trafiquées, mais de l'intérieur, et non de l'extérieur. Une personne ayant une connaissance approfondie du système avait modifié le code source. La liste des personnes disposant de ce niveau d'accès était restreinte. Le nom du technicien retraité y figurait. Le FBI s'est saisi de l'affaire. Ils ont retracé les transactions, suivi la trace de l'argent et identifié le réseau de complices. Lorsqu'ils ont frappé à la porte de la modeste maison de l'entraîneur, située dans une banlieue tranquille, ils ont trouvé un homme qui vivait simplement, sans ostentation, sans voiture de luxe ni demeure somptueuse. Mais dans les relevés bancaires éparpillés sur divers comptes et dans des paradis fiscaux, on trouvait les 20 millions. Au tribunal, l'accusation a présenté l'affaire comme la fraude la plus sophistiquée jamais perpétrée contre l'industrie des casinos. Le technicien avait abusé de sa position de confiance, de ses connaissances spécialisées et de ses décennies d'expérience pour mettre au point un stratagème qui semblait infaillible.
Il n'a eu recours à aucune violence, n'a menacé personne. S'est contenté de repérer les failles du système et de les exploiter avec une précision chirurgicale. Sa défense plaida qu'il ne faisait que démontrer les failles de sécurité négligées par l'industrie, qu'il était un génie incompris et non un criminel. Mais le jury en décida autrement. Son savoir n'était pas une excuse. Il était l'arme du crime. Il fut condamné à 25 ans de prison. Les 20 millions furent confisqués et restitués au casino. Ses complices bénéficièrent de peines allégées en échange de leurs témoignages. Les machines furent reprogrammées, les protocoles de sécurité renforcés et les systèmes de surveillance améliorés. Le secteur tira les leçons de ses erreurs et combla les failles mises au jour par le technicien. Aujourd'hui, pendant sa peine, le technicien retraité a tout le loisir de méditer. Il a prouvé qu'il pouvait déjouer le système. Il a démontré que son intelligence pouvait surpasser des millions investis dans les technologies de sécurité. Il a raflé la mise sans même y toucher. Mais au final, il a compris que son véritable pari perdu n'était pas contre les casinos, mais contre les conséquences de ses propres choix. 20 millions ont disparu et il ne reste que l'histoire d'un homme brillant qui a mal utilisé son génie. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à la condamnation. En prison, l'entraîneur est devenu une légende. D'autres détenus le recherchaient, avides de percer ses secrets, rêvant de reproduire son succès une fois libéré. Il l'a toujours nié, affirmant que cette époque était révolue, que le secteur avait profondément changé de système grâce à lui, et il avait raison. Son affaire a provoqué une véritable révolution dans la sécurité des casinos. Les fabricants de machines à sous ont investi des centaines de millions dans de nouvelles technologies. Ils ont créé des puces dotées d'un cryptage de niveau militaire, des systèmes de détection d'anomalies basés sur l'intelligence artificielle et des protocoles de vérification en temps réel qui ont rendu impossible la récidive. Ironie du sort, ce technicien à la retraite était devenu celui qui avait contribué à rendre le secteur qu'il avait dérobé plus sûr que jamais. Ses complices connurent des destins divers. Certains purgèrent leur courte peine et disparurent, tentant de se reconstruire une vie normale, loin des projecteurs. D'autres, incapables de résister à la tentation, se laissèrent entraîner dans de nouvelles combines, de petits délits qui les ramenèrent en prison. Celui qui, par cupidité, avait causé leur chute, fut la cible du plus grand ressentiment. Au sein du système carcéral, où subsiste encore un code d'honneur entre criminels, il était perçu comme le faible qui avait détruit un modèle de perfection. La famille de l'entraîneur était anéantie, d'une manière que l'argent ne pourrait jamais apaiser. Son épouse, qui prétendait ignorer tout du complot, a demandé le divorce pendant qu'il attendait son procès. Ses enfants adultes ont rompu tout contact avec lui, honteux du scandale qui avait fait la une des journaux nationaux. Ses petits-enfants adorés grandiraient sans le connaître, sans ses histoires, sans sa présence. Au final, les 20 millions de dollars de dommages et intérêts étaient tout ce qui comptait vraiment dans sa vie. Dans les casinos, des employés étrangers à la fraude ont perdu leur emploi. La société de sécurité qui avait certifié les machines a dû faire face à des dizaines de poursuites. Certains casinos plus modestes, faute de réserves financières suffisantes pour absorber les pertes, ont rencontré de graves difficultés. L'effet domino d'un crime qui semblait ne toucher que les grandes entreprises a fini par affecter des gens ordinaires qui dépendaient de ces emplois pour faire vivre leur famille. Les autorités ont également fait une découverte troublante au cours de l'enquête. Le technicien avait tout méticuleusement consigné. Sur son ordinateur personnel, elles ont trouvé des tableaux détaillés pour chaque escroquerie. Date, heure, machine spécifique, somme perçue et partage des bénéfices. Il tenait même un journal intime où il décrivait l'ivresse de chaque victoire, le sentiment de puissance qu'il éprouvait en manipulant des systèmes qu'il avait lui-même contribué à mettre en place. Le parquet a utilisé ces documents comme preuve de préméditation et de froideur calculée. Mais ces dossiers contenaient autre chose. Des lettres jamais envoyées à ses anciens employeurs, expliquant les failles qu'il avait découvertes, suggérant des améliorations de sécurité, mettant en garde contre les risques.
Il avait essayé de bien faire dès le départ, envoyant pendant des années des rapports ignorés, minimisés, classés sans suite. Les entreprises ne voulaient pas investir dans la résolution de problèmes qui ne s'étaient pas encore manifestés publiquement. Cette frustration, ce sentiment d'être ignoré malgré ses connaissances, avait été le germe qui avait germé et s'était transformé en justification du crime. Au cours du procès, un moment précis a révélé la complexité de l'homme à l'origine de cette escroquerie. Lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire avant le prononcé de la sentence, le technicien s'est levé et a prononcé un discours qui a plongé la salle d'audience dans un silence absolu. Il n'a pas imploré le pardon. Il n'a pas cherché à se victimiser. Au contraire, il a expliqué comment l'industrie du jeu est conçue pour exploiter les faiblesses humaines, comment les machines sont programmées pour créer l'illusion du contrôle tout en garantissant des profits mathématiques inévitables au casino. Il a affirmé avoir simplement retourné la situation contre ceux qui l'avaient créée. Le juge resta de marbre. Il rétorqua que 2 erreurs ne font pas une vérité, que son intelligence aurait dû servir à améliorer le monde, et non à le piller. Il ajouta que des milliers de personnes jouaient légalement chaque jour et perdaient honnêtement leur argent, tandis que lui avait volé par la tricherie et la manipulation. La peine de 25 ans fut maintenue. 5 ans après la condamnation, un rebondissement inattendu se produisit. Un groupe de hackers éthiques, experts en cybersécurité, entreprit d'étudier publiquement l'affaire. Ils reconstituèrent le stratagème du technicien dans le cadre d'un exercice académique, démontrant précisément comment il avait réussi. Leurs travaux furent présentés lors de conférences sur la sécurité informatique à travers le monde, non pas pour glorifier le crime, mais pour sensibiliser le secteur aux vulnérabilités des systèmes critiques. Le technicien retraité devint, à son insu, un cas d'étude, son nom étant cité dans des articles scientifiques et des programmes universitaires. Certains de ces chercheurs ont commencé à lui rendre visite en prison. Ils voulaient vous comprendre non seulement le comment, mais aussi le pourquoi. Qu'est-ce qui pousse un homme de 61 ans qui a travaillé honnêtement toute sa vie à tout risquer dans une affaire criminelle? Les conversations ont révélé un homme complexe, rongé par les regrets, non pas pour le crime lui-même, mais pour les personnes qu'il avait blessées. Il parlait de sa femme avec une profonde tristesse, de ses enfants avec une douleur qu'aucune prison ne pouvait amplifier. L'industrie des casinos, de son côté, a pris une décision controversée. Elle a proposé un marché aux techniciens. S'il acceptait de travailler comme consultant en sécurité depuis la prison, en analysant les systèmes, en identifiant les failles et en contribuant à l'élaboration de protocoles plus sûrs, elle soutiendrait une demande de réduction de peine. Pas une libération immédiate, mais peut-être une libération au bout de 10 ans, au lieu de 25. Il refusa. Il déclara avoir déjà causé suffisamment de tort, que son expertise était entachée par le crime et que personne ne devait plus lui faire confiance. Il préférait purger sa peine en entier, mettre ce temps à profit pour réfléchir et peut-être écrire sur son expérience afin de mettre en garde ceux qui seraient tentés de suivre une voie similaire. Certains y virent de l'orgueil, d'autres la première véritable manifestation de responsabilité de sa part. En prison, il trouva un but inattendu. Il commença à enseigner les bases des mathématiques et de l'informatique à d'autres détenus désireux d'améliorer leur niveau d'instruction. Il découvrit alors un don pour l'enseignement et la patience nécessaires pour expliquer des concepts complexes de manière simple. Certains de ses élèves quittèrent la prison et trouvèrent un emploi légitime grâce aux compétences qu'il leur avait transmises. Ce fut une petite mais réelle rédemption. Les casinos ont finalement récupéré la majeure partie des 20 millions confisqués, mais le coût réel s'est avéré bien plus élevé. Ils ont dépensé plus de 100 millions pour moderniser leur système, former leur personnel et mettre en œuvre de nouvelles technologies de sécurité. Le retour sur investissement a été négatif pour avoir ignoré les premiers avertissements du technicien alors qu'il était encore employé.
Une leçon coûteuse sur l'importance d'écouter les experts, même lorsque leurs préoccupations semblent gênantes ou onéreuses à résoudre. Des années plus tard, un journaliste d'investigation fit une découverte troublante. D'autres techniciens, contemporains de notre protagoniste, connaissaient eux aussi ces mêmes failles. Certains avaient été tentés, avaient envisagé des stratagèmes similaires, mais avaient choisi une autre voie. L'un d'eux devint un fervent défenseur de la réforme du secteur, dénonçant publiquement les problèmes et imposant des changements par la pression juridique et médiatique. Il gagnait moins, vivait plus modestement, mais dormait paisiblement et pouvait serrer ses petits-enfants dans ses bras sans retenue. La comparaison entre ces deux hommes est devenue une étude de cas dans les écoles d'éthique et de commerce. Tous deux possédaient les mêmes connaissances, les mêmes opportunités et partageaient les mêmes frustrations face à une industrie qui les ignorait. Mais l'un a choisi la criminalité, l'autre la voie légale. Le résultat fut radicalement différent. L'honnête technicien n'a jamais fait fortune, mais a bâti une réputation d'intégrité. Le technicien véreux a brièvement empoché 20 millions, mais a perdu tout ce qui donnait un sens à sa vie. À l'intérieur de la prison, le technicien commença à recevoir des lettres, non seulement de curieux ou de journalistes, mais aussi de gens ordinaires qui partageaient leurs propres histoires. Des ouvriers ignorés par leurs supérieurs, des experts dont les avertissements avaient été balayés d'un revers de main jusqu'à ce que le drame survienne, des personnes qui partageaient sa frustration, mais avaient choisi de ne pas franchir la ligne rouge. Certains écrivaient avec empathie, d'autres avec jugement, mais tous voulaient qu'il sache que son histoire avait touché un point sensible universel. Le sentiment d'être sous-estimé malgré ses compétences était partagé par des millions de personnes. Il commença à répondre à ces lettres. Ses conseils étaient simples mais sincères. Quelle que soit votre frustration, quel que soit le sentiment d'injustice que vous ressentez, franchir cette limite n'en vaut jamais la peine. La satisfaction éphémère de se venger d'un système qui vous a ignoré s'estompe rapidement, laissant place à des conséquences irréversibles. Certaines de ces correspondances furent rassemblées et publiées anonymement dans un ouvrage intitulé « Lettres d'un génie prisonnier ». Le livre connut un succès modeste, mais trouva un public fidèle parmi ceux qui étaient confrontés à des dilemmes éthiques dans leur vie professionnelle. Entre-temps, la technologie a continué de progresser. Les casinos utilisaient désormais la blockchain pour suivre chaque transaction, l'intelligence artificielle pour détecter les schémas en temps réel et la biométrie pour identifier les joueurs problématiques. Le type d'escroquerie que le technicien avait perpétré était devenu non seulement plus difficile, mais pratiquement impossible. L'opportunité qu'il avait exploitée s'était définitivement refermée. Il était le dernier d'une époque, le symbole d'un type de crime spécifique qui ne se reproduirait jamais. Mais sa condamnation eut un autre effet inattendu. Les lanceurs d'alerte du secteur technologique se sentirent davantage protégés. Les entreprises prirent conscience qu'ignorer les alertes de sécurité de leurs employés expérimentés pouvait entraîner non seulement l'exploitation criminelle de failles de sécurité, mais aussi des poursuites judiciaires et un préjudice considérable à leur réputation. Des lois furent proposées, certaines adoptées, créant des canaux officiels permettant aux experts de signaler les vulnérabilités sans crainte de représailles. Le délit de cet informaticien avait, par inadvertance, renforcé la protection des travailleurs honnêtes. 10 ans après son incarcération, son ex-femme fit quelque chose d'inattendu. Elle lui rendit visite pour la première fois depuis leur divorce. La conversation fut tendue, ponctuée de silences pesants et de mots choisis avec soin. Elle n'était pas venue pour se réconcilier, mais pour faire son deuil. Elle avait besoin de comprendre comment l'homme avec qui elle avait vécu pendant 30 ans, le père de ses enfants, le compagnon qu'elle croyait connaître, avait pu garder ce secret, planifier ce crime, mener cette double vie. Il n'avait aucune réponse satisfaisante. Il racontait comment l'idée l'avait peu à peu séduit, comment elle avait commencé comme une simple pensée passagère et avait grandi jusqu'à envahir toute sa raison.
Comment il avait rationalisé chaque étape, se persuadant qu'il ne faisait que récupérer ce que l'industrie lui devait, ignorant qu'il volait et entraînait d'autres personnes dans le crime. Elle l'écoutait, pleurait, et finit par dire quelque chose qui le brisa complètement. Elle dit que le plus dur n'était pas la trahison du crime, mais la trahison de la confiance. Il avait transformé toute leur histoire en un mensonge. Après cette visite, quelque chose changea en lui. Il cessa d'enseigner pendant quelques semaines, se replia sur lui-même et passa des journées entières en silence. Les autres détenus le remarquèrent, mais le laissèrent tranquille. Lorsqu'il sortit enfin de cette période sombre, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il écrivit des lettres d'excuses publiques à sa famille, à ses complices condamnés pour avoir suivi ses instructions, aux employés du casino qui avaient perdu leur emploi à cause des failles de sécurité qu'il avait exploitées, aux joueurs ordinaires qui avaient perdu confiance dans l'équité des jeux. Ces lettres ont été publiées dans un journal local. Les réactions ont été mitigées. Certains y ont vu une preuve de l'authenticité de l'homme, acceptant enfin pleinement sa responsabilité. D'autres les ont qualifiés de mise en scène, une tentative calculée d'améliorer son image en vue d'une éventuelle libération conditionnelle. La vérité se situait probablement entre les deux. Il changeait, mais le véritable changement est complexe. Les motivations sont rarement désintéressées. L'une de ses anciennes complices a réagi publiquement. Cette femme de 53 ans avait perdu sa maison, son mariage et la garde de ses enfants à cause de sa condamnation. Elle a écrit qu'elle n'acceptait pas ses excuses. Elle a affirmé qu'il avait présenté le stratagème comme une aventure sans risque, un gain facile, et qu'il avait minimisé les conséquences potentielles. Elle a reconnu sa part de responsabilité, mais voulait que le monde sache qu'il n'était pas un génie solitaire. C'était un manipulateur qui avait recruté des personnes vulnérables, des personnes qui lui faisaient confiance, et les avait utilisées comme pions dans son jeu. Cette réponse le bouleversa profondément. Il réalisa qu'il s'était toujours considéré comme le cerveau, l'instigateur de l'opération, sans jamais vraiment songer à l'impact que cela avait sur les personnes dont il avait brisé la vie. Il n'était pas qu'un simple criminel. Il était un meneur qui avait entraîné les autres dans sa chute. Le poids de cette prise de conscience était plus lourd que n'importe quelle sentence. En prison, il commença à participer à des groupes de thérapie. Au départ, il résista, considérant la psychologie comme une pseudo-science et persuadé de bien comprendre ses propres motivations. Mais les animateurs, dont certains étaient d'anciens délinquants en col blanc réinsérés, parvinrent à percer ses défenses. Ils l'amenèrent à se confronter à des vérités dérangeantes, son sentiment d'impuissance malgré son intelligence, le fait que ce stratagème n'était pas uniquement motivé par l'argent, mais par la volonté de prouver sa valeur, de ressentir du pouvoir pour la première fois. Les années passèrent, 15 ans s'écoulèrent, ses cheveux étaient devenus complètement blancs, sa santé commença à décliner. Problèmes cardiaques, diabète, maux courants chez les hommes, vieillissant dans un environnement stressant, avec une mauvaise alimentation et un manque d'exercice. Il commença à envisager sérieusement la possibilité de mourir en prison. Statistiquement, les hommes de son âge et dans son état de santé ne purgeaient généralement pas la totalité de leur peine de 25 ans. C'est alors que l'un de ses fils, le plus jeune, âgé de 40 ans, décida de lui rendre visite. Devenu avocat, il s'était ironiquement spécialisé en déontologie des entreprises. Cette visite fut empreinte d'émotions complexes. Une colère persistante liée à une enfance brisée par le scandale, la curiosité envers le père qu'il avait idolâtré enfant, et le besoin de comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont parlé pendant des heures. L'entraîneur n'a rien cherché à justifier ni à minimiser. Il a simplement raconté son histoire avec honnêteté, y compris les passages honteux, les justifications pathétiques, les moments où il savait qu'il avait tort, mais où il a persisté. Le fils a écouté, a assimilé les informations, puis a finalement posé la question essentielle. S'il pouvait remonter le temps, connaissant toutes les conséquences, le referait-il? L'entraîneur a répondu sans hésiter. Non,
Même pas pour 100 millions, même pas pour des milliards. Le prix à payer pour perdre sa famille était infini. Cette conversation a amorcé une réconciliation lente et douloureuse. Le fils ne pouvait pardonner complètement, pas immédiatement, peut-être jamais totalement. Mais il pouvait commencer à faire son deuil, à dissocier le père qu'il aimait du criminel qu'il haïssait, à comprendre que les êtres humains sont complexes et contradictoires. Il a commencé à venir une fois par mois, puis une fois par semaine. Finalement, il a amené ses propres enfants, les petits-enfants que l'entraîneur pensait ne jamais voir. Voir ses petits-enfants pour la première fois à travers la vitre de séparation de la prison fut le moment le plus doux amer de sa vie. La joie de les rencontrer, le désespoir de ne pouvoir les serrer dans ses bras, une profonde honte d'être le grand-père incarcéré qu'ils devraient expliquer à leurs camarades. Les enfants étaient trop jeunes pour comprendre pleinement, mais ils posaient des questions simples et directes. « Pourquoi es-tu ici? As-tu fait quelque chose de mal? Es-tu une mauvaise personne ?» Il répondit à ses petits-enfants avec une franchise qui surprit même son fils. Il leur dit qu'il avait fait de mauvais choix, qu'il avait blessé des gens et qu'il en payait le prix. Mais non, il n'était pas simplement une mauvaise personne. Il avait commis de mauvaises actions. La nuance était subtile, mais essentielle. Une mauvaise personne ne peut pas changer. Une personne qui a commis de mauvaises actions peut encore essayer de s'améliorer. À 78 ans, après 17 ans de prison, il obtint sa première audience de libération conditionnelle. Son avocat, ironiquement devenu son propre fils, présenta un dossier solide. Comportement exemplaire, contribution à l'éducation, santé déclinante, réconciliation familiale, véritable prise de responsabilité. La commission délibéra pendant des heures. Ils ont nié. 8 ans de plus avant la prochaine audience. Il aurait 86 ans s'il survivait. Les chances étaient minces. Quand son fils lui annonça la nouvelle, il s'attendait à voir du désespoir ou de la colère. Au lieu de cela, il perçut quelque chose qui s'apparentait davantage à de l'acceptation. L'entraîneur se contenta d'acquiescer et dit qu'il comprenait. Certaines dettes prennent toute une vie à rembourser. Les années suivantes, il continua d'enseigner, d'écrire et de recevoir régulièrement la visite de son fils et de ses petits-enfants. Il noua une amitié improbable avec l'aumônier d'une prison, un homme qui ne jugeait pas et n'absolvait pas facilement. Il jouait aux échecs chaque semaine, discutait de philosophie et débattait du sens de la justice et de la miséricorde. L'aumônier lui avait dit un jour que la rédemption ne consistait pas à effacer le passé, mais à en assumer honnêtement le poids, tout en essayant de construire un avenir meilleur. Un jour, lors d'une visite familiale, son petit-fils aîné, alors âgé de 12 ans, apporta un exposé scolaire. Il portait sur les héros et les méchants, sur la façon dont une même personne peut être les deux à la fois selon le point de vue. Le garçon avait écrit sur son grand-père. Sans occulter le crime, sans idéaliser l'histoire, il s'efforçait de comprendre la complexité humaine qui se cachait derrière les gros titres. L'enseignant lui avait attribué la note maximale et avait commenté « C'est l'une des analyses les plus matures et nuancées qu'il m'ait été donné de lire de la part d'un élève de cet âge. » L'entraîneur tenait la feuille de papier d'une main tremblante, lut chaque mot 3 fois et pleura en silence. Son petit-fils avait accompli ce qu'il avait lui-même mis des décennies à obtenir, la capacité de voir les gens dans leur globalité, ni saints ni démons, simplement des êtres humains confrontés à des choix impossibles avec une sagesse imparfaite. Si son histoire, avec toute sa douleur et sa destruction, pouvait enseigner cette leçon à une nouvelle génération, peut-être que le gâchis aurait un sens. Cette nuit-là, seul dans sa cellule, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il ouvrit une vieille calculatrice qu'il conservait parmi ses rares affaires. Non pas pour élaborer des plans ou calculer des profits, mais simplement pour faire des calculs élémentaires, comme ceux qu'il faisait enfant avant que la vie ne se complique. Des problèmes purs, des réponses claires, un monde où 2 et 2 faisaient toujours 4 et où les règles étaient logiques. Dehors, dans les casinos où il avait triché, de nouveaux joueurs prenaient place devant des machines qu'il ne reconnaîtrait jamais. La technologie avait évolué au-delà de sa compréhension.
Mais les sons étaient les mêmes. Le cliquetis mécanique des pièces qui tombaient, la musique électronique de la victoire, l'espoir éternel que peut-être, juste peut-être, la prochaine manche serait différente. Les gens jouaient encore, perdaient encore, revenaient encore, espérant changer leur destin d'une simple pression sur un bouton. Et cette nuit-là, quelque part, un jeune technicien de maintenance examina les rouages d'une machine à sous, en découvrit les failles, en comprit les secrets. Il réfléchit un instant, juste un instant, puis il referma le panneau, termina son travail honnêtement et rentra chez lui où sa famille l'attendait, car il avait lu cette histoire. Il connaissait cet avertissement. Il savait que certains chemins, aussi tentants soient-ils, ne mènent qu'à des lieux d'où l'on ne revient jamais vraiment. L'entraîneur retraité continuerait de passer ses journées à compter des jetons invisibles dans sa cellule, tandis que le monde extérieur continuait de tourner sans lui. 20 millions avaient disparu dans les méandres du système. Mais ce qui avait véritablement disparu, ce qui ne pourrait jamais être retrouvé, c'étaient ces années perdues, ces matins où il ne s'était jamais réveillé auprès de sa femme, ces remises de diplômes auxquelles il n'avait jamais assisté, ces conversations banales sur des sujets futiles qui pourtant construisent une vie. Au final, il avait prouvé qu'il était le plus intelligent de tous. Et il avait appris qu'être le plus intelligent n'était jamais ce qui comptait vraiment.